Bonjour à tous, je suis Célia Colombier, j'anime le réseau Île-de-France Santé Environnement et je vous retrouve aujourd'hui en l'honneur de la Journée nationale de la qualité de l'air. Très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas le réseau ISE, il a été créé dans le cadre du plan régional santé environnement. Il est donc financé par l'Agence régionale de santé Île-de-France ainsi que par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Le réseau est piloté par l'Observatoire régional de santé, qui est le département santé de l'Institut Paris Région. Alors, les missions du réseau, c'est de rassembler les acteurs franciliens de la santé environnementale afin donc de diversifier, d'intensifier leur collaboration et de promouvoir leur activité, donc concrètement de créer une culture commune en santé environnementale en Île-de-France. Juste pour un bref panorama de nos membres, à l'heure actuelle, nous sommes à 103 membres. C'est un jeune réseau puisqu'il a été créé en 2019 et vous le voyez, des membres qui sont très divers, aussi bien composés d'équipes de recherche, de bureaux d'études, de services publics ou encore d'acteurs du monde médical. Également des associations, des réseaux, un certain nombre comme vous pouvez le voir, ainsi que quelques sociétés. Évidemment, on retrouve dans le réseau des collectivités territoriales, pas mal également d'instituts de formation, d'agences de conseil et un certain nombre d'adhésions individuelles de professionnels de santé ou encore de chercheurs. Toutes ces personnes travaillent sur des thématiques extrêmement variées qui apparaissent à l'écran et c'est pas exhaustifs qui vont de l'adaptation au changement climatique à la pollution des milieux, en passant par l'urbanisme favorable à la santé ou d'autres ou toute thématique qui peut intéresser les membres du réseau. Voilà pour une brève introduction du réseau. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je les invite, pardon, vous ne voyez plus mon écran, c'est bon. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je les invite à rester un petit peu à la fin pour que je leur présente davantage le réseau. Donc aujourd'hui, l'équipe d'animation du réseau, elle organise des événements et donc aujourd'hui, on retrouve le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui nous a sollicité une seconde fois pour organiser conjointement avec Medieco, qui est un autre adhérent du réseau, un webinaire dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l'air. Alors l'année dernière également, on avait organisé un webinaire pour la Journée nationale de la qualité de l'air. Là, c'était autour des émissions des produits ménagers et de leur impact sur la santé respiratoire. Il est d'ailleurs disponible en replay sur le site du réseau. Et cette année, la Journée nationale de la qualité de l'air met à l'honneur la jeunesse. Du coup, on a jugé intéressant d'aborder la qualité des environnements intérieurs scolaires, aussi bien pour présenter les travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et également pour présenter des solutions pour l'améliorer. Donc, on est ensemble jusqu'à 15 heures. Après une brève introduction, les interventions de nos invités vont se succéder. Ils laisseront place ensuite à un temps d'échange avec les auditeurs, donc d'une trentaine de minutes. Donc, je vous remercie pendant les interventions d'écrire vos questions tout au long de l'événement en cliquant sur l'onglet Q&A qui est en bas à droite de votre écran normalement. Toutes ces questions-là seront posées au terme des 3 interventions par notre animatrice du jour qui nous fait l'honneur de sa présence, Corinne Mandin. Donc, Corinne qui est responsable de la division Expologie à la direction santé et confort, du CSTB et coordinatrice opérationnelle de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Donc Corinne, je vous laisse la parole. Bon échange à toutes et à tous et on se retrouve plus tard. Merci beaucoup Célia. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir pour moi d'être associée à ce webinaire du réseau ISE pour la 2e fois à l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air. Aujourd'hui, on va parler de qualité de l'air intérieur dans les écoles. Alors, pourquoi ce sujet? C'est le 2e lieu de vie fréquenté par les enfants après leur logement. C'est que dans les écoles, il y a de nombreuses sources spécifiques qui ne sont pas communes au logement. Il y a par exemple beaucoup de mobilier, une densité plus importante que dans les logements. Il peut y avoir des activités pédagogiques qui vont nécessiter l'utilisation de produits qui peuvent être émissifs émetteurs de composés organiques volatiles. On sait également qu'il y a du ménage très régulièrement dans les écoles.
Une autre spécificité de ces bâtiments, c'est qu'ils sont peu souvent équipés de systèmes mécaniques de ventilation. Donc le renouvellement d'air repose exclusivement sur l'ouverture des fenêtres. On y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, toutes les écoles sont à proximité d'une route pour que les enfants puissent y venir. Donc il y a une proximité vis-à-vis de la pollution du trafic routier qui est importante. Ça en fait un lieu très spécifique, avec une population très spécifique, une population vulnérable. On sait que les enfants sont plus exposés que les adultes en proportion, ils sont à petit poids. Et puis ils ont des comportements qui les exposent plus, puisqu'ils mettent plus souvent la main à la bouche, ou ils sont plus souvent en contact avec le sol et avec les poussières du sol qui peuvent contenir des polluants. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans le monde pour documenter les effets sur la santé des enfants en lien avec une mauvaise qualité de l'air intérieur dans les écoles. Et puis il y a également des travaux qui montrent des liens entre la performance scolaire et la qualité de l'environnement intérieur dégradé. Donc pour discuter de tous ces sujets et faire l'état des connaissances aujourd'hui, nous avons 4 intervenants que je vais brièvement présenter. Donc Claire Dassonville, qui est chef de projet au sein de la division qualité des environnements intérieurs au CSTB. Donc, Claire réalise des études et des travaux d'expertise dans les environnements intérieurs et elle a notamment coordonné la campagne nationale de mesure de la qualité de l'air dans les écoles qu'elle va vous présenter dans un instant. Et Claire coordonne actuellement la campagne nationale dans les logements, la nouvelle campagne que mène l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et ensuite, nous aurons 2 retours d'expérience de 2 collectivités différentes qui vont parler d'aération dans les écoles et du choix des fournitures scolaires. Donc tout d'abord, nous accueillerons Guillaume Ray, qui travaille à la direction de la sécurité et de la tranquillité publique de la ville d'Aix-les-Bains. Guillaume est technicien à risques majeurs et environnementaux. Puis nous accueillerons un binôme, donc Soline Martin et Xavier Morelli. Soline est ingénieur en génie industriel de l'environnement, diplômé du master RISEM, master risque en santé dans l'environnement bâti, spécialiste de toutes les questions de santé à l'échelle du bâtiment et du territoire, notamment la référente du label Osmose que propose Certivia sur la qualité de vie au travail. Soline travaille aujourd'hui chez Medieco, mais elle a auparavant travaillé pendant 6 ans pour le réseau Ville et Aménagement Durable. Et Xavier Morelli est ingénieur sanitaire à la ville de Grenoble, où il est chargé de mission évaluation des risques au service de santé environnementale de la ville. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer à l'intervention de Claire Dassonville qui va nous présenter les résultats de la campagne nationale de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Claire, je te passe la parole. Donc, on voit bien ton PowerPoint, voilà, parfait. Bonjour à tous, merci Corinne. Donc moi je vais donc vous présenter campagne nationale de mesure de la qualité de l'air dans les écoles qui s'est déroulée de 2013 à 2017 de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Donc, elle avait pour objectif de dresser un état des lieux de la qualité de l'air dans les écoles maternelles et élémentaires de France métropolitaine au travers de la mesure de polluants gazeux et particulaires dans l'air et la poussière déposée, mais aussi de faire une description des systèmes et des équipements, c'est-à-dire systèmes de ventilation, systèmes de chauffage dans ces bâtiments scolaires et de leurs usages par les occupants. Et enfin, de décrire le confort thermique, visuel et acoustique des occupants des salles de classe. Alors, les écoles ont été tirées au sort à partir du fichier du ministère de l'Éducation nationale qui recensait toutes les écoles maternelles élémentaires à la rentrée 2009. Ça faisait un peu plus de 52 000 écoles, représentant un peu plus de 67 000 niveaux élémentaires et maternels, puisque une école primaire a 2 niveaux, à la fois maternelle et élémentaire. Alors, ce tirage au sort a tenu compte de différents facteurs, donc le type de niveau, maternel, mais aussi le type d'environnement. Et puis, on a tenu compte aussi de la zone climatique, ces facteurs pouvant avoir une influence sur la qualité de l'air. Pour tirer au sort les écoles, nous avons créé ce qu'on a appelé des zones d'enquête, qui sont des regroupements de 1 à 3 départements contigus dans chaque zone climatique, qui ont été regroupés pour des raisons d'équilibrage du nombre d'écoles, mais aussi pour des raisons logistiques pour faciliter les déplacements des enquêteurs de terrain. Donc, on a créé ainsi 56 zones d'enquête et on a tiré sur ces 56 zones d'enquête 16 zones d'enquête. Et dans ces 16 zones d'enquête, nous avons tiré au sort
301 écoles, 300 écoles. Et dans ces écoles, 600 salles de classe ont été choisies de manière aléatoire, ce qui représente environ 2 salles de classe par école. Ce tirage au sort a permis en fait d'affecter un poids à chaque école pour qu'elle soit représentative des écoles au niveau national. Et donc, grâce à ces poids, on peut extrapoler les résultats à l'ensemble du parc national des écoles maternelles et élémentaires en France. Nous avons ensuite obtenu les accords des établissements scolaires, alors enfin plus précisément des directeurs et directrices d'école, et au préalable, nous demandions aussi l'accord des gestionnaires de ces établissements, donc les communes pour les établissements publics et puis les gestionnaires privés pour les écoles privées. Donc une fois ces accords obtenus, les enquêtes avaient lieu donc en période scolaire sur une semaine, du lundi matin au vendredi après-midi. Et tous nos matériels de mesure et de prélèvement étaient disposés, vous voyez, dans ce qu'on appelle nous un portoir et que vous voyez ici sur la photo. Donc en continu sur la semaine d'enquête, il a été réalisé des prélèvements d'air. Alors avec des systèmes actifs, des pompes, et des systèmes qui sont dits passifs, c'est-à-dire que l'air va diffuser passivement et les polluants vont s'absorber sur des supports. Nous avons mesuré donc les particules fines, PM2,5, à l'aide d'une pompe. Nous avons mesuré aussi donc 16 composés organiques volatiles et aldéhydes et le dioxyde d'azote, là à l'aide de supports passifs. Et puis 46 composés organiques semi-volatiles, activement à l'aide d'une pompe aussi. Donc ce sont des pesticides, des phtalates, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des retardateurs de flamme et puis des muscs et des polychlorobiphéniles, PCB. Parallèlement à ces prélèvements d'air en continu, il y a aussi eu des mesures en continu. Donc la mesure du dioxyde de carbone qui est émis par la respiration des personnes qui étaient présentes dans les salles de classe. Nous avons aussi mesuré les particules, mais en nombre et en fonction de leur taille, la température, l'humidité relative et enfin le niveau de bruit avec un sonomètre qui est ici sur toute la semaine d'enquête. Il a été aussi effectué des prélèvements de poussière pour mesurer donc les métaux dont le plomb et les composés organiques semi-volatiles. On a effectué ces prélèvements avec une lingette, comme vous voyez ici sur la photo, et puis à l'aide d'un aspirateur. Des mesures ponctuelles ont été faites, donc celle du niveau d'éclairement, donc la quantité de lumière reçue par les tables et le tableau. Le plomb dans les peintures a été mesuré par fluorescence X, mais par des diagnostiqueurs. Et les champs électromagnétiques, les radiofréquences ont été mesurées par l'Agence nationale des fréquences. À côté de toutes ces mesures et prélèvements, des questionnaires étaient renseignés par les enquêteurs de terrain, mais aussi les gestionnaires des établissements scolaires pour décrire précisément les caractéristiques des salles de classe, des bâtiments qui les abritaient et l'environnement extérieur de ces bâtiments. Les enseignants ont aussi renseigné sur toute la semaine d'enquête un budget espace-temps activité sur un pas de temps de 30 minutes pour renseigner l'occupation, c'est-à-dire présence d'adultes, nombre d'enfants, l'état d'ouverture des ouvrants extérieurs et intérieurs et le nombre d'ouvrants ouverts. Et puis, s'ils faisaient des activités récréatives avec de la peinture, des feutres, des cols, des encres, etc. Et un questionnaire, ils ont aussi enseigné un questionnaire pour évaluer leur perception du confort thermique, acoustique et visuel. Alors, au niveau des résultats, donc là, les résultats que je vais vous présenter sont extrapolés à l'ensemble du parc national des écoles maternelles et élémentaires en France. Donc, au niveau des composés organiques volatiles, nous en avons mesuré 16 et sur ces 16, on en a détecté 13 dans l'air de 80% des salles de classe. Donc, vous voyez la grande majorité dans la quasi-totalité grande majorité des salles de classe. Donc, parmi ces composés organiques volatiles, il y a le formaldéhyde et le benzène, qui sont des polluants qui ont des valeurs réglementaires. Alors, les sources de benzène sont principalement donc les combustions comme le tabagisme, les bougies, l'encens. Donc, en l'absence de ces sources dans les salles de classe, le benzène vient du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur et donc la proximité à un trafic routier important, proximité à des stations d'essence par exemple, ou même à des
des combustions des sites industriels, Voilà. Donc le formaldéhyde, par contre, lui, il n'a que des sources intérieures. Et là, ce sont les matériaux de construction, les matériaux de décoration, l'âge récent de ces matériaux, les mobiliers en bois aggloméré, mais aussi produits d'entretien ou produits d'activité dans lesquels le formaldéhyde peut rentrer en tant que conservateur. Alors, pour le formaldéhyde, les valeurs de référence, il y a deux types de valeurs de référence. Des valeurs limites, qui sont des valeurs au-delà desquelles, si les concentrations dépassent ces valeurs, des actions de correction doivent être mises en œuvre, voilà, pour diminuer les concentrations et retrouver les sources. Ces valeurs limites n'étaient jamais dépassées. Ces polluants ont aussi des valeurs guides réglementaires. Alors, ces valeurs guides, ce sont des concentrations dans l'air, des niveaux de concentration dans l'air, qui sont fixés pour réduire, éviter les effets nocifs sur la santé humaine associés à l'exposition à ces polluants. Donc là, pour le benzène, les 15% des écoles avaient au moins une salle de classe dans lesquelles la concentration en benzène dans l'air dépassait la valeur guide réglementaire de 2 microgrammes par mètre cube. Et puis, pour le formaldéhyde, 23% des écoles avaient au moins une salle de classe dans lesquelles la concentration en formaldéhyde dans l'air dépassait la valeur guide réglementaire de 30 microgrammes par mètre cube. Alors, nous avons aussi relevé 4 points de vigilance. Le premier, c'est les particules fines. C'était omniprésente dans les salles de classe. Alors, les sources de particules fines, ce sont aussi les combustions. Donc, dans les écoles, elles proviennent du transfert de l'air extérieur vers l'air intérieur avec la proximité, par exemple, au trafic routier, source de combustion. Nous avons détecté donc les particules fines dans toutes les salles de classe, avec une médiane de concentration. Donc, la médiane, c'est la valeur qui va séparer l'échantillon en deux. Vous avez 50% des valeurs au-dessus, 50% des valeurs en dessous, à 18 microgrammes par mètre cube. Et puis, dans la quasi-totalité des écoles, il y avait au moins une salle de classe dans laquelle la concentration en PM2,5 était supérieure à la valeur guide de l'OMS pour une exposition à long terme. Donc, c'est la valeur guide de 2005, de 10 microgrammes par mètre cube, puisque l'OMS vient très récemment, en fait, de diminuer cette valeur à 5 microgrammes par mètre cube. Alors, ce n'est pas une valeur sanitaire, de référence sanitaire, parce que pour l'OMS, en fait, il n'y aurait pas de seuil en dessous duquel il y aurait des effets sur la santé associés à l'exposition au PM2,5. Le deuxième point de vigilance concerne les composés organiques semi-volatiles dans l'air et dans la poussière. Certains ont été détectés de manière ubiquitaire et sont connus ou suspectés pour être perturbateurs endocriniens. Donc, dans l'air, ce schéma concerne donc les COSV que nous avons mesurés dans l'air. Sur les 46 substances, 21 ont été détectées dans l'air des salles de classe de plus de la moitié des écoles et 16 dans l'air de 80% des salles de classe. Vous voyez ici. Parmi ces composés, on retrouve des phtalates. Donc, les phtalates vont rentrer dans la composition de nombreux produits de consommation, notamment les matériaux plastiques. Et ils ne sont pas liés au plastique, en fait, et donc ils sont très facilement libérés dans l'environnement et vont s'absorber sur, par exemple, la poussière déposée et être émis dans l'air. Donc ces phtalates sont retrouvés vraiment de manière ubiquitaire. On retrouve aussi 2 pesticides, ici, donc organochlorés, le lindane et son isomère, l'alpha-hexachlorohexane. Donc le lindane, c'est un insecticide qui a été très utilisé depuis un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est interdit d'utilisation maintenant depuis 20 ans, mais qui est très rémanent et qui a été, donc on retrouve encore dans l'air et dans la poussière déposée. Et là, on l'a retrouvé dans l'air de quasiment toutes les. Donc il a été utilisé comme insecticide en agriculture, mais aussi dans le traitement du bois, dans les bâtiments et puis en tant qu'antipoux. On retrouve des hydrocarbures aromatiques polycycliques, que vous voyez là sous le nom de HAP, qui sont des composés issus des combustions. Donc là,
de la même façon, principalement des sources extérieures au bâtiment liées à la proximité au trafic routier. Et puis aussi des polychlorobiphényles, PCB, qui sont interdits maintenant depuis 30 ans, mais qui ont été très utilisés parce qu'ils avaient des propriétés, enfin, ils étaient très stables chimiquement, donc ils étaient utilisés en mélange dans les transformateurs électriques, par exemple, mais aussi, ils ont été utilisés pour leurs propriétés isolantes. Donc, on les retrouve dans certains joints d'étanchéité des bâtiments datant des années 70, aux États-Unis ou même en Suisse ou même en Allemagne. Il est décrit des concentrations assez élevées de PCB à cause de ces caractéristiques du bâtiment. Les concentrations que nous avons mesurées, ça a été beaucoup plus faible. Alors, les 25 autres composés ne sont détectés que dans moins de la moitié, vous voyez, des salles de classe, dans l'air des salles de classe, et 16 composés sont très peu détectés dans l'air, et ce sont majoritairement donc des pesticides et des retardateurs de flammes de type chromé. Le troisième point de vigilance que nous avons identifié, c'est le plomb. Nous avons observé que dans 15% des écoles, il y avait au moins un élément dégradé, donc la peinture dégradée, avec une concentration en plomb supérieure à 1 mg par centimètre carré. Donc, si la peinture est dégradée, elle va générer des écailles. Donc, ces écailles peuvent être ingérées par les enfants, mais on suppose quand même que dans les établissements scolaires, ils sont plus ou moins cadrés, notamment dans les salles de classe. Mais ces écailles aussi peuvent venir contaminer la poussière déposée. Le seuil de 1 mg par centimètre carré n'est pas un seuil de référence sanitaire, mais permet d'identifier des éléments bâtiments qui devraient faire l'objet de travaux de rénovation, de correction, d'autres qui n'ont pas besoin de faire l'objet de travaux. Donc, vous voyez sur ce camembert, il y a un peu plus de 28 000 mesures qui ont été réalisées et que ces éléments dégradés avec des concentrations en plomb supérieures à 1 mg par centimètre carré concernent majoritairement la peinture des murs, des plinthes, mais aussi bâtis et ouvrant des fenêtres et des portes qui étaient généralement en bois. Le quatrième point de vigilance, c'est le confinement de l'air intérieur. Nous avons observé que dans 4 écoles sur 10, il y avait au moins une salle de classe qui présentait un confinement de l'air très élevé. Alors, le confinement de l'air d'une pièce va caractériser la qualité du renouvellement de l'air de cette pièce. Le renouvellement de l'air est essentiel puisque il va permettre d'évacuer l'air vicié, chargé de polluants, et l'air chargé en humidité et apporter de l'air neuf. Donc, ce renouvellement de l'air se fait soit à l'aide d'un système de ventilation, s'il est présent, soit par aération, par ouverture des fenêtres. Donc, dans les écoles, la majorité des établissements n'ont pas de système de ventilation. Donc, l'aération se fait par ouverture des fenêtres. Le confinement de l'air est mesuré par le dioxyde de carbone qui est émis par les personnes qui occupent la pièce, donc là, la salle de classe. Donc, nous avons évalué le confinement de l'air des salles de classe à l'aide d'un indice, l'indice ICON, qui a été construit par le CSTB et qui va intégrer à la fois la fréquence des situations de confinement et leur intensité par rapport à 2 seuils, 1000 et 1700 ppm, et qui va répartir les concentrations en CO2 par rapport à ces 2 seuils. Et dans les 3 classes, définies par ces 2 seuils. Cet indice ICON a 6 catégories, allant de 0 confinement nul à 5 confinement extrême, ce qui signifie que là, le renouvellement de l'air est très faible et très insuffisant. Donc, si 100% du temps d'occupation dans la salle de classe, les concentrations en CO2 sont inférieures à 1000 ppm, vous aurez un confinement nul. À l'inverse, si 100% du temps d'occupation de la salle de classe, les concentrations en CO2 sont supérieures à 1700 ppm, vous aurez un confinement extrême. Vous avez ici sur ce graphe la répartition de la valeur de l'indice ICON la plus élevée par établissement en fonction des 6 catégories. Il faut noter que certainement cette répartition doit avoir changé maintenant avec la Covid-19 puisque beaucoup d'établissements scolaires ont mis en place des protocoles d'aération par ouverture des fenêtres. Alors nous avons poursuivi nos travaux et nous avons essayé d'étudier ce que l'on appelle la multipollution. Nous avons essayé de voir s'il y avait des groupes de polluants qui étaient homogènes et s'il y avait des typologies de bâtiments scolaires qui étaient associés à ces groupes de polluants.
Donc pour cela, nous avons effectué une analyse statistique qui est dit exploratoire multidimensionnelle, mais ce sont des techniques de classification. Donc ces méthodes statistiques ne pouvaient pas être appliquées aux données redressées à l'échelle nationale. Donc on a appliqué ces données sur l'échantillon des 600 salles de classe. Et cette méthode de classification a permis d'identifier 5 groupes de salles de classe. Des salles de classe qui sont dites multipolluées, vous voyez ici, en rouge, dans l'air et la poussière déposée. C'est-à-dire que là, les concentrations des composés que nous avons mesurés dans l'air et la poussière, quasiment tous les composés, étaient significativement plus élevés dans ce groupe par rapport à l'échantillon total des 600 salles de classe. Les écoles étaient plus fréquemment donc des écoles qui étaient pas très anciennes, mais construites entre 1968 et 1981, qui étaient des écoles qui présentaient plus fréquemment des signes d'humidité et de moisissure visibles, et des écoles pour lesquelles il y avait moins de systèmes de ventilation et donc un taux de renouvellement de l'air plus faible. Ici, nous avons identifié un deuxième groupe d'écoles multipolluées dans l'air. Donc là, les concentrations des substances que nous avons mesurées dans l'air, dans ce groupe de salles de classe, étaient significativement plus élevées par rapport à l'échantillon de salles de classe. En revanche, ce n'est pas le cas pour la poussière. Donc là, ce sont plus fréquemment des écoles élémentaires urbaines dans un bâti ancien construit avant 1948. Là, de la même façon, il y avait moins de systèmes de ventilation. L'icône extrême, c'est-à-dire égale à 5, était surreprésentée et le taux de renouvellement de l'air était significativement plus faible. Et on a aussi noté des taux de composés organiques volatiles à l'extérieur du bâtiment qui étaient un peu plus élevés que dans l'échantillon total, certainement reliés au caractère urbain de ces écoles. Le troisième groupe était des écoles multipolluées dans les poussières. Donc là, les concentrations dans les poussières étaient plus élevées, les concentrations dans l'air plus faibles, sauf pour 4 composés, dont le benzène et un hydrocarbure aromatique polycyclique, le benzoapyrène. Et là, ce sont plus fréquemment des écoles maternelles de la zone climatique méditerranéenne. Et ces écoles avaient significativement plus de nettoyage humide du sol que les autres, que les salles de classe en fait de l'échantillon total, et moins de travaux de rénovation dans les 12 derniers mois. Et puis le quatrième groupe. Alors c'est un groupe que l'on a qualifié de monopollué par les phtalates, c'est-à-dire que les concentrations en phtalates étaient significativement supérieures dans ce groupe et pas les autres, les concentrations des autres polluants. Donc là, ce sont des écoles récentes, après 2003, construites après 2003, et dans ces écoles, 90% des salles de classe avaient un revêtement plastique, ce qui expliquait la présence des phtalates. Et puis le dernier groupe est dit faiblement pollué, vous le voyez ici, l'air et la poussière. Donc là, toutes les concentrations dans l'air et la poussière étaient significativement plus faibles que dans l'échantillon total. Et là, ce sont plutôt des écoles rurales construites après 1982 avec un système de ventilation et un taux de renouvellement de l'air significativement plus élevé que dans l'échantillon total. Donc là, c'est vrai qu'on voit bien en fait l'impact du renouvellement de l'air sur les pollutions dans les écoles. Donc je finis. Donc pour conclure, en fait, cette campagne nous a permis de construire une très riche et très précieuse base de données sur l'environnement de l'enfant à l'école. Et il reste encore des données à analyser, notamment toutes les données sur le confort thermique, acoustique et visuel, qui vont l'être là prochainement. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire. Non, il y a une cloche qui a rappelé que c'était la fin de la présentation, donc tu as parfaitement tenu le délai. Je vous rappelle qu'il y aura un temps d'échange en fin de session, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite dans l'onglet questions et réponses, le Q&A. Je vais quand même te poser tout de suite quelques petites questions claires de précision. Un intervenant nous demande si le prélèvement a été fait une fois ou 2 fois dans les écoles. Est-ce que tu peux juste nous rappeler? Une fois, sur une semaine d'enquête seulement, oui. Ouais, et puis il y a une question sur est-ce que les mesures avaient été faites avant les recommandations d'aération de la Covid-19? Oui, entre 2013 et 2017, tout à fait, oui. Exactement. Est-ce que le plan...
Oui, vas-y, Oui, pardon. les résultats concernant la répartition de l'indice ICON doivent avoir probablement changé maintenant. Exactement, il serait intéressant de savoir aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, avec toutes les recommandations d'aération, où est-ce qu'on se situe, ça serait très intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a eu plus de plomb? On a encore du plomb dans 15% des écoles, tu l'as montré. Est-ce que c'est des écoles dont on sait les dates de construction? Est-ce que ce sont que des vieilles écoles ou est-ce qu'il peut y avoir des écoles encore récentes? Est-ce que tu peux nous dire par rapport aux dates de construction de ces écoles? Oui, alors ce sont des écoles, ce sont préférentiellement des écoles construites avant 1948, du bâti ancien, mais on a eu quand même quelques écoles plus récentes. Mais là, c'était souvent de la peinture au minium sur des éléments métalliques, voilà, des radiateurs, des choses comme ça, pour les écoles plus récentes. Deux dernières petites questions de précision. Les pesticides que l'on a mesurés, ils étaient présents à la fois dans l'air et dans les poussières. Tu nous confirmes? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis dernière question, il y a une participante qui habite Montpellier et qui n'a pas vu Montpellier sur la carte. Alors est-ce que tu peux nous redire très brièvement pourquoi on n'est pas allé dans toutes les villes de France? Oui, parce que malheureusement, Montpellier ne devait pas être dans la zone d'enquête qui a été tirée au sort. Voilà, donc effectivement, quand on regarde la carte, toutes les zones ne sont pas couvertes, mais nous avons tiré des zones d'enquête qui étaient représentatives de toutes les zones climatiques. On n'est pas allé dans toutes les villes. On n'est pas allé non plus dans le sud-ouest. Il y avait une personne qui a mentionné Toulouse, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Merci beaucoup Claire. Donc à tout à l'heure pour d'autres questions qui ont été posées dans l'onglet questions et réponses. Je vous invite à poser vos questions pour le temps d'échange. Nous allons passer maintenant la parole à Guillaume Ray. Guillaume travaille à la ville d'Aix-les-Bains où il est responsable des risques majeurs et environnementaux. Guillaume va nous présenter une expérimentation tout à fait intéressante menée par la ville pour identifier les stratégies d'aération dans les salles de classe de la ville. Donc, Guillaume, va te jouer. Bonjour. L'écran. Alors, on ne voit pas encore ton écran. Vous le voyez? Pas encore. Ah, parce que j'ai pas fait, attendez, je vais faire une fausse manip. C'est tout bon. Vous le voyez mieux là? Oui, si tu peux mettre en plein écran, ce sera parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure, tu as 15 minutes. Voilà, bonjour. Donc, comme Corinne vous le disait, je travaille à la ville d'Aix-les-Bains où je suis technicien risques majeurs et environnementaux. Et dans ce cadre-là, je m'occupe de la qualité de l'air intérieur dans les écoles, les crèches et les centres de loisirs. Donc pour cela, dans ce cadre-là, on a fait une étude financée par l'ADEME, en partenariat donc avec le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, où on a étudié deux stratégies d'aération des salles de classe. Donc la première stratégie consistait à donner un planning préétabli de période d'ouverture des fenêtres, donc avec un planning horaire, donc avant la classe 15 minutes, à la récréation 15 minutes, enfin il y avait donc des plannings. Et la deuxième stratégie qui a été étudiée, c'était la mise à disposition des enseignants d'indicateurs de CO2 avec 3 diodes, verte, orange et rouge, qui indiquent la nécessité ou non d'aérer la salle de classe. Donc on a équipé 75 classes de la ville d'Aix-les-Bains, donc toutes les salles de classe ont été instrumentées sur une période de 3 semaines. Alors la première semaine, on ne donnait pas de consigne d'aération, c'est-à-dire pas de planning, et également pas d'indicateur visuel des concentrations de CO2. Donc la première semaine, c'était la semaine de référence où on faisait des mesures, notamment de CO2, mais on mesurait également l'humidité relative et la température. Et dans certaines salles de classe, le formaldéhyde et le radon. Donc la première semaine, c'était une semaine de référence, et puis ensuite on a donné les consignes d'aération. Donc sur un échantillon de classe de la ville,
soit l'indicateur de CO2, et dans les autres classes, soit un planning préétabli d'ouverture des fenêtres. Et donc on a mesuré l'amélioration de l'aération selon ces deux stratégies. Donc les résultats, les voici. Donc on peut noter qu'il y a quand même une réduction significative du confinement, quelle que soit la stratégie déployée. Donc à la fois les plannings préétablis ou les indicateurs de CO2 ont permis de faire baisser les taux de confinement. Donc sur le même principe que la présentatrice précédente, on a mesuré l'indice icône, hein, donc qui va, vous avez la légende en bas, qui va de 0 quand on a un indice icône nul, c'est-à-dire que la pièce est très bien aérée, jusqu'à 5 quand on a un confinement extrême. Donc voilà, on voit par exemple pour les écoles maternelles où on a mis des plannings d'aération, hein. Donc on voit qu'au départ, par exemple, on avait 50% qui étaient en indice de confinement 1 et en période de référence. Et après ce taux, donc à la fois il y a eu une apparition d'un indice de confinement nul, et puis en comprenant l'indice de confinement faible également, on monte à 73% au lieu des 53%. Et un peu, on voit également que les salles de classe où il y avait un indice icône de 5, ils ont disparu, par exemple, avec les plannings. Et on voit un peu ce phénomène sur toutes les écoles, hein. Donc pour les écoles élémentaires, c'est pareil. On voit que ça augmente un peu, hein, les catégories 4 et 5 disparaissent ou réduisent sur la partie avec des consignes. Et là, c'est avec l'indicateur de CO2. Donc, on a utilisé les appareils Classair, hein, qui ont donc 3 diodes, comme je vous le disais, verte, orange et rouge. Et on voit de la même manière que les indices icônes se sont améliorés, hein, puisque là, on voit que, par exemple, pour les écoles maternelles, avec les consignes, on n'a plus d'indice de confinement très élevé. Au maximum, on n'a plus que 13% en élevé, 63% en moyen et 25% en faible. Pardon. Et on voit pareil que les résultats se sont améliorés dans les écoles élémentaires. Donc on voit quand même que quelle que soit la stratégie déployée, que ce soit les plannings ou les indicateurs lumineux, l'indice icône s'améliore, ce qui traduit donc une meilleure aération des salles de classe en mettant en place des consignes. Donc il y avait quelques différences des impacts variables. Selon le niveau scolaire, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. En fonction des conditions climatiques et des axes routiers à proximité, ça peut influencer les résultats. On a mesuré aussi, en faisant passer des questionnaires, l'acceptabilité des consignes et savoir si les enseignants maintiennent ces consignes dans le temps. Donc on voit quand même que plus de la moitié des enseignants maintiennent ces consignes, continuent à appliquer ces consignes d'aération plus d'un mois après les tests, hein, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, et du coup, cette étude nous a permis de mettre en place le plan d'action qui est demandé par la réglementation, dans le cadre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur dans les lieux d'accueil des enfants. Donc on est parti sur un plan d'action et bien sûr qu'on a intégré les conclusions de l'étude ARX, donc que je viens de vous présenter. Donc rapidement, je vous présente le plan d'action qu'on a mis en place sur la ville d'Aix-les-Bains. Donc il y a deux choses dans le plan d'action. Il y a une première chose, c'est l'évaluation des moyens d'aération qu'on a fait en interne, donc je vais vous le présenter. Et ensuite, pour faire ce plan d'action, on est passé par les grilles d'autodiagnostic qui sont données par le ministère. Et ensuite, on a mis en place ce plan d'action à travers le diagnostic. Et ensuite, je vais vous présenter l'affichage réglementaire. Donc, je commence par l'évaluation des moyens d'aération. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement en interne. Qui permet de vérifier le bon fonctionnement des ouvrants, donc que ce soit des portes et surtout des fenêtres, pardon. Donc voir s'ils sont en état de fonctionnement, s'ils sont facilement manœuvrables, s'ils sont facilement accessibles.
Donc il y a un rapport un modèle de rapport qui est présent dans la réglementation. Je vous ai mis le décret là où il y a le modèle en annexe. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'également il faut vérifier si l'établissement est équipé d'une VMC qu'elle fonctionne convenablement. Donc si le sens de circulation est conforme et l'état des bouches d'aération. Et donc donc ce rapport permet d'identifier dans chaque école le nombre de pourcentage d'ouvrants en état de fonctionnement, facilement manœuvrable, facilement accessible. Et donc ça fait partie des conclusions. Donc ça, c'est cette synthèse. Et ces conclusions doivent être affichées à l'entrée de l'établissement. Donc c'est une première partie de la réponse réglementaire pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Et la deuxième, c'est donc de faire un plan d'action. Pour faire un plan d'action, donc on commence par faire un autodiagnostic, partir des grilles réglementaires qui sont indiquées. Je vous ai indiqué le guide pratique du ministère. Donc pour une meilleure qualité de l'air intérieur dans les lieux accueillants des enfants. Et donc à l'intérieur de ce guide, on trouve les grilles d'autodiagnostic à faire passer. Donc il y en a 4 types. Une pour l'équipe de gestion, une pour les services techniques, une pour le personnel d'entretien et une pour les responsables d'activité. Donc suivant le nombre d'écoles qu'on a dans la collectivité, c'est un travail relativement conséquent. Par exemple, pour les responsables d'activité, il faut en faire passer un pour chaque enseignant. Personnel d'entretien, nous, on l'a fait passer au service qui gère les agents d'entretien pour nous dire un peu leur mode de fonctionnement. Et un pour les services techniques, pour les de gestion. Donc je vous ai extrait une partie de ces grilles dans le slide suivant, mais en fait c'est un recueil des bonnes pratiques et un recensement de leur réalisation au sein de l'établissement. Donc ils énumèrent les bonnes pratiques et on marque à côté si cette action est faite ou si elle n'est pas faite. Ça nous permet d'avoir un bon état des lieux de ce qui se fait au niveau de l'établissement. Donc ça a l'avantage, ces grilles d'autodiagnostic, c'est de rencontrer l'ensemble des acteurs et de leur passer de l'information et les sensibiliser aux bonnes pratiques relatives à la bonne qualité de l'air intérieur. Et comme je vous le disais, ça nous permet d'avoir un bon état des lieux des pratiques actuelles. Donc voilà, à titre d'exemple, c'est une toute petite partie du diagnostic, celle destinée aux enseignants. Donc par exemple, on peut prendre, vous voyez, si un indicateur de confinement, un capteur de CO2 est disponible dans l'établissement, l'utiliser pour optimiser les pratiques d'aération déjà en place. Et donc là, on marque soit la bonne pratique est respectée, soit elle n'est pas respectée. Et après, donc on compile toutes ces, je peux vous en faire une autre, renouveler l'air dans les locaux, lors d'activités potentiellement émissives. Donc soit on le fait, soit on le fait pas. Voilà, donc après nous on a analysé l'ensemble de ces fiches d'autodiagnostic. Donc je vous cache pas que ça prend un certain temps pour voir l'ensemble des fiches pour tous les établissements. Et ensuite, on les a synthétisées. Et donc, on est passé sur la réalisation d'un plan d'action. Donc, celui de la ville d'Aix-les-Bains, il comprend 4 axes de travail et 16 fiches actions, pardon. Donc, je vais vous détailler les axes et les fiches actions rapidement. Donc, l'axe 1, c'est améliorer l'aération des locaux. C'est vrai qu'on est parti du principe, enfin, déjà, toutes nos écoles ne sont pas équipées d'une VMC, même si à chaque fois qu'on fait des travaux de rénovation, on intègre la VMC dans nos travaux, mais un certain nombre d'écoles ne sont pas encore équipées de VMC. Donc un moyen très rapide et très simple, si on peut dire, d'améliorer la qualité de l'air intérieur, c'est de procéder à l'aération importante des locaux. Donc je vais vous détailler les fiches actions qu'on a mis en place en face de cet axe. Un deuxième axe, c'était limiter les sources de pollution. Le troisième axe, c'est quand même mesurer la qualité de l'air intérieur. Donc on s'est équipé d'un certain nombre de capteurs qu'on fait tourner dans les écoles. Et le quatrième axe, c'est informer et sensibiliser les acteurs. Donc, pour détailler un peu les fiches actions, donc pour améliorer l'aération des locaux, c'est mesurer le confinement et diffuser les consignes d'aération. Donc ça, c'est ce qu'on a fait à travers l'étude ARX que je vous ai présentée en préambule. Donc, on a mesuré, cette étude nous a permis quand même d'avoir un bon état des lieux de l'ensemble de nos salles de classe. Donc, c'est intéressant. Et puis, diffuser des consignes d'aération qu'on a développées à travers la fiche action 1.2, où on a mis à disposition de l'ensemble
dans l'ensemble des salles de classe et des crèches et des centres de loisirs, on a mis en place, on a équipé ces salles d'indicateurs lumineux de confinement. Hein, donc les capteurs pédagogiques avec 3 diodes, verte, orange, rouge, et qui s'affichent en fonction du taux de CO2. Et quand il est orange ou rouge, quand les diodes orange ou rouge s'allument, il est temps d'aider à l'aération jusqu'à ce que la diode redescende dans le vert. Le deuxième axe, donc, c'est limiter les sources de pollution. Donc, on travaille avec les affaires scolaires pour essayer d'augmenter la part de fournitures scolaires écolabellisées. De la même manière avec le mobilier. Alors, la fiche action 2.3, c'était améliorer la ventilation du mobilier avant l'installation dans les salles de classe. C'est quelque chose qu'on a un peu du mal à mettre en place. On n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir les ventiler à l'abri. Ce qui est préconisé, c'est 3 semaines avant de les installer. Donc, on avait commencé à travailler dessus. On n'a pas encore abouti. Hein. Après, c'est les produits d'entretien. Pareil, essayer de travailler avec les labels qui garantissent des émissions moindres. On travaille beaucoup on met en place maintenant les nettoyeurs vapeur. Donc il y en a dans l'ensemble des crèches et des multi-accueils. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien dans les crèches. On a fait une étude, donc la fiche action de 6 pour les instaurer dans les salles de classe des écoles. C'est plus compliqué parce que c'est des appareils qui sont encore un peu volumineux, les appareils professionnels de nettoyeurs vapeur, et dans les salles de classe, il y a les tables, il y a les chaises, c'est pas facile de tourner autour, donc les agents d'entretien n'ont pas été pleinement satisfaits. Ils trouvent que c'est un peu encombrant. Donc on va voir comment on peut quand même favoriser cette utilisation des nettoyeurs vapeur. Et puis toujours dans l'axe limiter les sources de pollution, travailler avec le service bâtiment pour que tous les produits maintenant, donc tous les produits qui sont utilisés dans les salles de classe sont étiquetés A+. Voilà. Et l'axe 3, c'était mesurer la qualité de l'air intérieur. Donc fait des campagnes l'hiver pour suivre l'indice de confinement. La fiche action 3.4 également, c'est équipé de capteurs de formaldéhyde. Donc on va les faire tourner. Là, on les a pas fait tourner. L'année dernière, c'était un peu compliqué avec le confinement. Donc là, cet hiver, on va faire tourner des capteurs dans les établissements pour mesurer le formaldéhyde. Et puis on veut évaluer l'impact à la fois des produits d'entretien sur les concentrations de formaldéhyde et des photocopieurs et imprimantes sur les concentrations d'ozone. Il y a certaines salles de classe qui ont des imprimantes. On voulait voir un peu ce qu'il en était dans ces salles de classe par rapport à l'ozone. Voilà, et un dernier axe qui est d'informer et de sensibiliser les acteurs. Donc informer les enseignants aux bonnes pratiques de la qualité de l'air intérieur. On n'est pas encore arrivé à mener à bien cette action. Les enseignants sont bien pris en termes de formation. C'est compliqué de leur dégager 2 heures pour qu'ils assistent de manière collective à une session de sensibilisation. On a fait la demande auprès de l'inspection académique, mais on n'a pas eu de retour positif à cette heure. Par contre, le personnel de la petite enfance, ils ont suivi une formation sur la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est des formations qui sont plutôt bien accueillies. Et également, le personnel d'entretien des écoles. Donc eux, ils ont une formation régulière sur le dosage des produits d'entretien, pour pas qu'ils puissent faire de surdosage et bien qu'ils respectent les conditions. Et nous, en parallèle, le service santé environnementale, on les a tous réunis sur 2-3 sessions. Bien participé à une session, et donc on leur a présenté la qualité de l'air intérieur, les enjeux, les différents polluants qu'on peut avoir, les bonnes pratiques d'aération en fonction des ouvrants. C'est plus efficace d'aérer des fenêtres traversantes. Enfin, il y a différentes techniques qu'on leur a fait passer dans cette formation. On a eu des très bons retours. Ils étaient très contents. Ils ont appris beaucoup de choses. Ça les a beaucoup intéressés, les retours qu'on a eus. Hein, on ne s'y attendait pas.
Voilà pour vous présenter le plan d'action. Et donc, il y a un affichage obligatoire qui doit être mis en place. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'entrée de l'établissement, on doit marquer les conclusions du rapport d'évaluation des moyens d'aération. Donc, c'est l'état des fenêtres, si elles sont en état de fonctionnement, si elles sont accessibles. Et puis, c'est une affiche, il faut apposer une affiche réglementaire, donc qui est celle-ci. C'est une affiche du DR qui dit que dans cet établissement, on agit collectivement pour la qualité de l'air intérieur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Ton exposé a suscité beaucoup de questions. C'était très intéressant. Ça montre l'ambition de la ville d'Aix-les-Bains. On peut rappeler qu'Aix-les-Bains est membre du réseau des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé, du réseau des villes santé de l'OMS. Oui. Une ambition réelle et tu l'as bien montré. Quelques petites questions rapidement de compréhension avant de traiter les autres questions à la fin. Donc, il y avait des capteurs lumineux pour aider à l'aération ou des plannings. Est-ce qu'après, il y avait des consignes spécifiques d'aération? Je sais pas, ouvrir la fenêtre en grand ou 20 cm. Est-ce que c'était très précis, les consignes qui étaient données, le nombre de fenêtres à ouvrir? Non, on leur disait juste les périodes d'aération. Après, c'était à eux d'ouvrir les fenêtres comme ils l'entendaient. C'est vrai qu'on n'a pas été au-delà. Ça a déjà montré que c'était efficace. Donc, oui, ça a montré une efficacité. Hein. Exactement. Et est-ce que tu peux rappeler les niveaux auxquels l'indicateur lumineux passait à la couleur orange, puis à la couleur rouge? Alors, on s'est basé sur les seuils qui permettent de calculer l'indice icône. Donc, il passait à l'orange, donc il était vert en dessous de 1000 ppm. Donc, il faut savoir que dans l'air extérieur, il y a déjà 400-450 ppm, hein, il n'y a pas zéro. Donc, on atteint, suivant les établissements, on atteint assez vite le seuil de 1000 ppm. Et donc, au-dessus de 1000 ppm, on passait en orange. Et au-dessus de 1700 ppm, on passait en rouge. Et d'ailleurs, c'est les seuils qui sont actuellement en place, puisqu'on a équipé toutes les salles de classe de ces indicateurs lumineux de CO2, qui servent entre parenthèses au Covid aussi, qui nous ont bien arrangé en cette période, pour favoriser l'aération. Et donc, les capteurs, là, au départ, on les avait réglés un peu plus haut pour qu'ils soient bien acceptés par les enseignants, mais là, on les a tous mis au seuil de l'indice icône, à savoir 1000 ppm pour passer à l'orange et 1700 ppm pour passer en rouge. Merci. Et une dernière petite question rapide. Est-ce que le plan qualité de l'air intérieur de la ville fait partie du contrat local de santé? Ou est-ce que c'est déconnecté? Il est déconnecté. Il doit être repris peut-être, je sais pas, je sais qu'il y a une personne si, je pense qu'il est intégré. On avait intégré plusieurs thématiques du service santé environnementale et dont la qualité de l'air intérieur, le radon, l'ambroisie, on avait intégré plusieurs choses. Merci Guillaume, à tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Donc j'accueille maintenant Soline Martin et Xavier Morelli pour le dernier exposé, donc un autre retour d'expérience d'une autre ville, la ville de Grenoble. Donc Soline Martin, je rappelle, travaille chez Medieco, spécialiste des questions de santé dans le bâtiment, et Xavier Morelli travaille à la ville de Grenoble. Donc en binôme, ils vont nous présenter les résultats de l'étude Trousser qui portait sur les fournitures scolaires et leurs émissions dans l'air intérieur. Vous la parole. C'est tout bon, on voit le PowerPoint, si vous pouvez le mettre en... Voilà, parfait. Ok, bonjour à tous, Soline Martin. Donc, je vous remercie tout d'abord pour votre invitation. Je suis ravie pour ma part d'intervenir donc avec Xavier Morelli et vous présenter en duo une autre démarche exemplaire, celle de la ville de Grenoble avec le projet Trousser. Juste en préambule, effectivement, comme tu présentais Corinne, on s'intéresse à toutes les thématiques de santé dans le bâtiment. Au-delà de l'accompagnement en assistance à maîtrise d'ouvrage sur toute typologie, on participe à des projets de R&D avec l'ADEME, le soutien de l'ADEME et en collaboration avec le CSTB sur certains projets pour une meilleure connaissance des sources de dégradation de la qualité de l'air intérieur et aussi sur les techniques de renouvellement d'air. Dans ce cadre-là, le projet Trousser donc, est un des projets qui est terminé, qui s'est déroulé en 2018 et qui constitue une aide au choix des fournitures scolaires
pour une meilleure qualité de l'air intérieur des écoles de la ville de Grenoble. Il a été réalisé, comme on va le voir, avec plusieurs services de la ville. C'est ce qui est aussi très riche. Et on va le voir, tous les documents que je vous présente sont disponibles sur Internet, à savoir le rapport complet du projet. Vous trouverez toutes les informations sur le rapport qui est diffusé. Je vous ai mis le lien. Et puis les documents de sensibilisation, les clauses qui vont en découler dans les marchés pour la commande publique sont aussi disponibles. Donc vous aurez toute la matière, y compris le support que je vous présente. Je vais commencer par le contexte sans alourdir, puisque c'est pas le sujet de revenir sur tous les éléments de contexte, mais on sait à quel point les enfants sont vulnérables par rapport à la qualité de l'air qu'ils inhalent. Et aujourd'hui, vous connaissez donc cette surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur, et c'est justement dans le cadre de son plan d'action de gestion de la qualité de l'air dans les ERP que la ville a souhaité engager une réflexion donc sur ce sujet des fournitures scolaires. Il faut savoir que les causes de dégradation de la qualité de l'air intérieur sont multiples, à la fois extérieures et intérieures à tous nos bâtiments, mais qu'une des sources qui est très peu inventoriée, c'est la source des fournitures scolaires. Aujourd'hui, il y a très peu d'informations. On l'a vu dans notre étude et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a une difficulté d'accès aux informations sur la composition sanitaire des produits et c'est ce qui a du coup intrigué à la fois Medieco et la ville de Grenoble pour approfondir le sujet. Alors, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est qu'on n'a aucune réglementation spécifique sur ces produits. Pourtant, on sait à quel point on y est exposé en étant petit. Libre aux fabricants quand même de placer certains produits, fournitures scolaires, dans la catégorie des jeux. Dans ce cadre-là, il y a un marquage, le marquage CE quand même, qui peut s'appliquer et qui contraint, notamment dans les compositions sur les phtalates. Mais c'est le fabricant qui décide. Donc, s'il ne décide pas que sa fourniture scolaire est un jouet, alors on n'est pas soumis à ces contraintes de réglementation nationale. Et c'est pareil au niveau européen, il n'y a pas de directive non plus sur le sujet. Et pourtant, les enfants, ils sont très exposés, notamment d'un point de vue respiratoire, même s'il y a d'autres voies d'exposition aux fournitures scolaires. C'est la voie principale et on manque d'informations donc du coup sur ce sujet. C'est pour ça que les collectivités locales ne peuvent introduire dans leur marché public des exigences sur le sujet pour des produits faiblement émissifs. Donc c'est l'objet de notre projet. Je vais laisser la parole à Xavier. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Morelli. La ville de Grenoble s'intéresse donc depuis plusieurs années à la question de la qualité de l'air intérieur. Compte tenu du fait que les enfants sont plus vulnérables, comme l'a dit Soline, il apparaissait pertinent de se focaliser sur le milieu scolaire, vu le temps passé dans les salles de classe. Il y avait également la volonté d'utiliser les marchés publics comme levier pour faire bouger les acteurs économiques et œuvrer en faveur d'une meilleure santé. Dans le cadre des fournitures scolaires, comment minimiser l'exposition des enfants aux polluants émis par ces fournitures? Il y avait d'une part l'idée d'insérer des clauses sanitaires dans le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières du marché correspondant aux fournitures scolaires, couplé avec la nécessité d'informer les équipes terrain, les équipes éducatives, puisqu'il y a des personnes qui vont commander les fournitures et des personnes qui vont s'en servir en présence des enfants. Donc voilà, il y a un double volet, double objectif sur cette thématique. En 2017, les efforts se sont accélérés, la ville s'est rapprochée du bureau d'études Medieco, et il y a un projet qui a été monté avec le CSTB, qui a été présenté juste avant, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et Illustre Presse pour la partie communication. Et un projet a été présenté à l'ADEME, qui a financé Trousser grâce à l'appel à projet Acter. L'ADEME avait lancé cet appel à projet dans le but d'aider les collectivités à mettre en œuvre des actions pour favoriser la qualité de l'air. Voilà, c'est un projet qui a duré 3 ans, 2-3 ans. Ah. C'est bon.
Donc en fait, avant Trousserre, on se remet en situation en 2017. Quelques travaux préliminaires ont été réalisés entre Medieco pour la ville de Grenoble sur ce sujet. En fait, il s'agit d'une analyse bibliographique qui a été faite sur la littérature à la fois nationale et internationale pour connaître la composition et les émissions des fournitures scolaires. Donc on a fait un gros travail de débroussaillage au début sur 1500 références qu'on avait listées. Finalement, on a affiné en fonction des catégories, de l'exposition des produits, de la fréquence d'exposition aussi de ces produits. On est arrivé à une liste de 115 fournitures que la ville de Grenoble avait dans son catalogue de commandes publiques et appartenant à 24 familles de produits que vous avez dans l'encart en bleu. On s'est intéressé surtout donc au colle, au feutre, au stylo, correcteur, marqueur effaçable, peinture, surligneur, effaceur et papier. Et on a débroussaillé ce que la bibliographie donnait sur le sujet en termes de composition. Donc on s'est bien sûr heurté à ce problème que je vous disais d'information sur la composition sanitaire qui n'était pas toujours évidente à obtenir, mais c'est le premier travail qui a été fait sur le sujet. Ensuite, on a donc obtenu ce soutien de l'ADEME pour aller plus loin et approfondir donc cette réflexion sur le sujet des fournitures scolaires. Comment ça s'est passé? Donc, en fait, on est allé plus loin déjà en étoffant la liste des produits, en ajoutant en fait à ces 115 produits 52 autres fournitures scolaires. Cette fois-ci, celles qui sont plutôt accessibles en grande distribution, en grande surface, avec des marques de distributeurs notamment. Et donc l'étude a porté finalement sur une liste plus large de 167 fournitures scolaires. Ensuite, l'étude a permis d'interviewer des experts, des enseignants sur le sujet. Ce qui est très intéressant dans cette étude Trousserre, c'est qu'une partie de ces fournitures, selon un critère, on a retenu 34 fournitures scolaires qui sont parties dans les chambres d'essai du CSTB. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir caractériser les émissions de ces fournitures scolaires appartenant donc aux familles qu'on a estimées les plus émissives. Ici, vous voyez à droite sur le slide quelques photos d'échantillons qui ont été mesurés au CSTB. À gauche, en haut, c'est une peinture. À droite, en haut, c'est ici du stylo qui a été appliqué sur toute une plaque de verre, voilà, par la personne qui a appliqué. Ensuite, en bas à gauche, du feutre, comme si on coloriait toute une page A4. Et puis en bas à droite, du surligneur qui a été appliqué aussi pour partie en chambre. Et ensuite, l'autre partie du projet a consisté à faire une analyse comparative du coût, s'interroger en fait si les produits qui seraient meilleurs, c'est-à-dire moins émissifs, sont plus chers. Donc on a fait une étude comparative pour voir ce que ça donnait et je vous présenterai ensuite les résultats. Sans vous donner tout le contenu du projet, puisque c'est vraiment disponible dans tout le rapport complet, ici quelques constats issus de la caractérisation en chambre d'essai pour vous donner quelques points de contenu. Beaucoup de conservateurs ont été retrouvés dans la famille des isothiazolinones qui sont allergisants d'un point de vue cutané dans beaucoup de produits que vous voyez sur la diaporama. Ensuite, on a retrouvé du Bronopol, qui est un précurseur du formaldéhyde, dont on a parlé déjà tout à l'heure dans les présentations précédentes. On a aussi retrouvé de manière surprenante, j'écris, des hydrocarbures aromatiques. On ne s'attendait pas forcément dans une gouache et de la peinture au doigt. Et vous avez aussi un constat, c'est qu'il y a des émissions de composés organiques volatiles et de formaldéhyde qui sont assez différentes d'un produit à l'autre pour tous les produits testés et au sein même d'une même catégorie de produits. Voilà, ensuite, la suite du projet, je laisse présenter Xavier. Je reprends la main, merci pour la suite des étapes. Une fois les analyses bibliographiques, scientifiques, analyses qualité santé de Medieco, plus de laboratoire, on a pu aboutir à la rédaction de clauses sanitaires dans le fameux CCTP. Alors, c'est les clauses qui ont été intégrées concernaient la moitié des produits en valeur et il y a une pondération qui avait été fixée à 25% sur les clauses sanitaires ou environnementales par la ville. On pourrait regrouper en 4 catégories
avec des clauses toutes substances, de phtalate et formaldéhyde plus son précurseur, des clauses concernant tout ce qui est assimilable à des jouets, au mélange, donc fameuse gouache, colle, etc. Et enfin aux produits conservateurs. Et donc ces 4 grandes catégories de clauses ont été dispatchées dans 17 familles de fournitures et ça a été précisé en annexe du CCTP. Alors une fois qu'on a des clauses, il faut encore pouvoir s'en servir et les personnes qui passent commande devaient être sensibilisées et informées. Donc un guide d'aide au choix des fournitures scolaires a été préparé. Si vous vous posez la question du coût des fournitures les moins émissives, d'ailleurs Soline pourra y répondre un tout peu plus tard. Donc une fois le guide d'aide au choix des fournitures réalisé, il y a eu ce travail de coordination avec la direction de l'éducation jeunesse, la direction de la communication pour sensibiliser les directeurs et directrices d'école, puis également à travers 2 ateliers les enseignants. Je relaisse la parole à Soline. Ici, on vous présente quelques visuels. En fait, parmi les supports pédagogiques et pratiques qui ont aussi été produits dans le cadre du projet, il y a un premier document de sensibilisation d'1 page qui est ici éclaté en 2 slides, mais c'est une seule page à 4, téléchargeable, qui vise vraiment à avoir un contenu très synthétique et pédagogique plutôt pour les parents, afin de choisir les produits dans la trousse finalement presque au moment de la rentrée et dans la suite de l'année scolaire. L'idée, c'est de dire à quoi on est exposé, comment on est exposé. Donc, comment on est exposé par ingestion. Hein, c'est le cas des phtalates, par exemple, ces fameux phtalates dont on a parlé, qui sont perturbateurs endocriniens. Quand ils mâchonnent tout ce qui contient les phtalates, hein, c'est par exemple les crayons qui ont un revêtement plastique, c'est les gommes. C'est aussi par la voie d'inhalation, tous les feutres, produits qui peuvent émettre des substances volatiles. Par voie oculaire aussi, parfois quand même, quand on applique un produit sur les doigts et qu'on vient se frotter les yeux, et aussi par contact cutané, surtout les peintures aux doigts par exemple. Il y a pas mal de molécules aussi qui peuvent être allergisantes. Et à quoi on est exposé. Je vous ai dit tout à l'heure quelques constats, mais il y a aussi bien sûr la grande famille des phtalates. Je vois le temps qui passe, donc je vais pas m'attarder, mais il y a la famille des solvants et la famille des conservateurs. C'est les 3 grandes familles essentielles. Ensuite, on pourra revenir si vous avez des questions, mais bon, là c'est en fait les petits conseils pour les parents. S'il fallait choisir des choses moins émissives dans la trousse des enfants, et notamment retenir le premier message qui est retenir des produits non parfumés, puisque ce parfum justement apporte plutôt des allergisants dans les produits. C'est finalement le premier conseil qu'on donne. Après, il y a plein de choses que vous voyez à l'écran sur lesquelles on pourra revenir, et notamment à droite, certains labels ou marquages qui permettent quand même d'avoir des meilleurs produits dans les trousses des enfants au niveau des émissions d'air dans l'air. Ensuite, vous avez aussi un deuxième document qui a été produit, c'est une fiche pratique ADEME avec beaucoup plus de contenu et qui, celui-ci, fait 13 pages, qui est aussi disponible sur le site de l'ADEME en téléchargement. Au niveau de l'analyse comparative des coûts, la conclusion est vraiment clairement que les produits faiblement émissifs sont moins coûteux. Ici, vous avez pour quelques familles de produits, qu'est-ce qu'on a retrouvé comme différence de prix entre le coût le moins élevé et le coût le plus élevé, et finalement ce que ça donnait. Donc vous voyez que c'est clairement pas un frein dans le choix des produits. Je vous présente ici du coup l'allure du rapport final que vous pouvez télécharger sur le site de l'ADEME. Également disponible par rapport au CSTB, médicaux, enfin, il n'y a pas de souci pour l'avoir. Et je vous invite à le consulter si vous allez plus loin dans les clauses et si ça vous intéresse de traduire et de vous inspirer de cette démarche dans vos actions futures. Je reprends une dernière fois la parole. Trousser lancé quelques défis. Mon prédécesseur a passé beaucoup de temps à analyser des fiches de données de sécurité. Ça nécessitait des compétences solides en topologie, des échanges avec les fournisseurs qui ne sont pas fabricants mais fournisseurs, donc eux-mêmes n'ont pas accès à toute l'information qu'on leur demandait. Néanmoins, le jeu en valait clairement la chandelle puisque l'action a permis d'impacter l'ensemble des élèves
sur les 77 écoles de la ville, donc ça représente un peu plus de 13 000 enfants. Plus récemment, il y a environ un an, le ministère de la Transition écologique et solidaire a remarqué Trousserre comme un projet innovant dans le cadre de la manifestation d'intérêt territoire engagé pour mon environnement et ma santé. Du coup, pour conclure quelques perspectives, il nous paraît pertinent d'évaluer l'impact projet concret en matière de commandes réelles. Donc, vu que désormais on a un peu plus de recul, on va pouvoir comparer les commandes effectives sur l'année scolaire 2018-2019, donc avant Trousserre, avec l'année scolaire 2020-2021. Donc c'est un travail qui est en cours. Plus largement, au-delà de Trousserre, et comme je le disais, en production, la ville souhaite utiliser les marchés publics comme un levier, Donc il y a beaucoup d'autres marchés publics dans lesquels on pourrait insérer des clauses sanitaires et ou environnementales. Un nombre d'entre eux concernent des polluants émis dans l'air intérieur. La ville s'est déjà lancée sur des marchés pour le mobilier scolaire dans les écoles, ou mobilier de bureau, ou produits d'entretien en école et en crèche. Par contre, il y a des travaux qui suivent et qui sont de longue haleine sur plein d'autres choses comme les jouets dans les crèches, les peintures pour les rénovations faites par la direction de l'immobilier municipal, encore les marchés de nettoyage, d'entretien des eaux, ou l'entretien des piscines. Il y a vraiment tout un panel très large et le souhait de pousser les fournisseurs qui répondent à ces marchés et qui les obtiennent de vraiment s'adapter et force de proposition aussi, parce que tout le travail peut pas forcément être réalisé à 100% en interne. Et conclure, il y a un projet de Spaser en cours à la ville qui est schéma de promotion des achats publics socialement et non responsables, qui comprend une thématique santé-environnement. La ville souhaite se doter d'un Spaser qui est obligatoire que pour les collectivités qui dépensent plus de 100 millions d'euros par an en achat, mais ça permet quand même de marquer le coup et de montrer l'engagement en matière d'une diminution des positions. J'ai tout dit. Céline et moi restons à votre disposition pour toute question et on vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Soline et Xavier, pour cet exposé très intéressant à deux voix. Je vous laisse la parole, Xavier, parce qu'il y a sur les marchés publics, en fait, est-ce que vous avez introduit des clauses sanitaires? Est-ce que vos fournisseurs sont pleins? Est-ce qu'elles sont exigeantes? Et est-ce que ça a pu générer des marchés infructueux finalement? Et puis, toujours au sujet des marchés, est-ce que vous avez observé des freins réglementaires? Parce que parfois, on a pour des raisons de distorsion de concurrence, il y a des clauses qu'on ne peut pas ajouter au marché. Donc, est-ce que vous avez observé ça? Ah oui, alors j'allais dire que j'étais malheureusement pas en capacité de répondre sur la question risque réglementaire, mais ça fait tilt peut-être qu'il y a quelque chose effectivement sur les labels. Il me semble que si ma mémoire est bonne, on peut pas désigner dans un marché qu'on veut avoir un produit qui a tel écolabel ou tel autre label. Ça peut être un frein. Sinon, pour revenir au début de la question, en 2015, quand la ville avait expérimenté des recommandations pour le marché des fournitures scolaires, ça avait été assez difficile, assez laborieux. C'était avant Trousserre. Dans le cadre de Trousserre, le fournisseur qui avait obtenu le marché s'était engagé dans son mémoire à développer des indicateurs visuels sur son site internet pour aider au choix, donc en complément du guide que la ville a réalisé pour ses agents qui passent commande. Donc il y a bien eu cet indicateur de fait, mais bon, des engagements pris en filigrane, effectivement, n'ont pas forcément été suivis des faits parce que c'est un travail de relance par la direction des achats publics qui est pas forcément toujours experte en matière de qualité de l'air, voilà, de santé environnement. Il faut vraiment faut pousser pour que ça bouge. Ensuite, concernant les marchés en cours, c'était la deuxième partie de la question. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire? Est-ce que les marchés sont infructueux parce que les clauses sont trop ambitieuses? Alors j'ai eu un échange avec la direction des
de la commande publique et des achats, on m'a pas dit qu'il y a eu de marché infructueux. On m'a pas parlé ça n'a pas été évoqué. D'accord, c'est positif. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire pour sensibiliser toute la chaîne de secteur. La grande difficulté, elle se fait au niveau de l'autonomisation de la direction des achats et de la commande publique. Que soit on l'épaule de A à Z dans tout le processus de renouvellement d'un marché, et vu le nombre de marchés, c'est quelque chose de très lourd, vu les projets différents qu'on peut mener au service dans lequel je travaille. Ou alors on part du principe que cette direction est autonome, mais en fait c'est illusoire puisqu'il peut pas y avoir de compétences présentes partout en matière de santé environnement. Donc là il y a une difficulté. Je pense que la conclusion c'est vraiment que ces marchés ça se construit vraiment pas à pas avec un premier marché qui permet de faire d'autres qui étaient un peu en suspens, et voilà, c'est peut-être qu'ils font un fonctionnement par appel à projet. D'accord, c'est un processus de long cours pour convaincre tous les acheteurs. Du coup, Soline, Xavier t'a tendu une perche au sujet des coûts. Est-ce que les fournitures scolaires moins émissives sont plus chères que les fournitures scolaires qui seraient plus émissives? Non, on a bien vu dans ce qu'on a pu comparer que c'est pas plus cher d'avoir des produits moins émissifs, quelle que soit la famille de produits qu'on regarde. D'accord, bonne nouvelle. Donc, ouais. Tu évoquais les hydrocarbures aromatiques que vous avez mesurés à l'émission. Est-ce que c'était du benzène? Parce qu'on sait que le benzène est cancérogène et normalement on ne doit pas le retrouver dans les produits grand public. Non, pas du benzène. C'était, ouais, je sais plus quel c'est, mais c'est, faudrait retracer. Ouais, je pourrais rechercher, mais dans les gouaches, c'est pas du benzène. D'accord, non, pas de problème. Le rapport est disponible. Et une dernière petite question avant de revenir au début, qui n'est pas en lien avec le projet Trousser, mais sur ta deuxième diapositive, tu mentionnais la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Enfin, non. Il y a une personne qui demande, est-ce que tu peux préciser de quelle surveillance réglementaire il s'agit? Rapidement, évidemment, mais est-ce que tu peux en dire 2 mots? En fait, c'est une réglementation qui oblige les propriétaires ou exploitants d'établissements scolaires, accueillant des jeunes enfants et progressivement enfants jusqu'au lycée et autres établissements recevant du public, obligation en fait de prendre en compte ce sujet de la qualité de l'air intérieur en faisant un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, de la ventilation. Et ensuite, au choix, la collectivité peut mettre en place soit un plan d'action pour la qualité de l'air intérieur, soit choisir de faire des mesures de qualité de l'air intérieur sur quelques paramètres, notamment le formaldéhyde et le benzène. Voilà, un suivi tous les 7 ans qui doit satisfaire certains seuils émis par la réglementation. Merci Soline. Donc il nous reste plus beaucoup de temps pour les questions. Mais on a déjà commencé à les aborder tout au long de webinaire, et puis certaines questions ont été répondues déjà par Xavier et Guillaume, donc n'hésitez pas à regarder les questions que vous avez posées. Pour certaines, il y a déjà des réponses dans le chat. Donc j'ai fait une petite sélection pour chacun de vous. Claire, du coup, je te redonne la parole. Des questions sur l'influence de la saison sur les polluants, les concentrations intérieures dans les écoles. Est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'on voit une influence de l'été ou de l'hiver? Nous n'avons pas spécifiquement mesuré donc l'influence de la saison dans la campagne école, parce que les enquêtes ont été réalisées principalement en période de chauffe, puisque c'était en période scolaire. On avait quand même moins d'enquêtes en période estivale, je dirais, en période hors chauffe. Voilà, c'est le premier point. Dans les modèles statistiques que je vous ai présentés pour la multipollution, on a bien évidemment tenu compte de la saison. La saison d'enquête a été intégrée dans les modèles. Mais effectivement, il y a un impact de la saison sur les pollutions. Alors, on le voit nettement sur le formaldéhyde,
où les concentrations sont supérieures en période hors chauffe par rapport à la période de chauffe. Pourquoi? Parce que la température, l'augmentation des températures augmente les émissions par les matériaux, puis il y a aussi une augmentation en fait des réactions chimiques en période hors chauffe. Voilà pour l'effet saison. Merci Claire. Oui, c'est parce qu'il y a cet effet saison que la surveillance obligatoire que décrivait Soline à l'instant demande des mesures à 2 saisons pour faire une moyenne annuelle des concentrations. Une question au sujet des groupes de multipollution que tu as décrits dans les écoles méditerranéennes où il y a plus de ménages humides. Donc on pourrait penser que ces écoles, on est dans le sud de la France, ils ouvrent plus souvent la fenêtre et puis s'ils font plus de ménage, c'est plutôt positif. Elles sont plus exposées, il y a des concentrations plus élevées dans les poussières et dans l'air. Est-ce que tu as une explication? Oui, alors non, pas si clair que ça. C'est vrai que on a supposé que les concentrations étaient plus élevées dans les poussières justement avec l'augmentation de la fréquence du ménage humide, donc l'augmentation de l'utilisation de produits, on est supposé. Il y avait dans l'air juste des concentrations élevées pour 3 comme le benzène, le toluène et le benzoapyrène, qui est un inhibiteur aromatique polycyclique. Mais non, pour ces écoles-là, on n'a pas vraiment d'explication plus claire, plus simple, pratique. D'accord, merci. Alors une dernière petite question pour toi avant qu'on passe à Guillaume. La valeur réglementaire du formaldéhyde, en théorie, selon la réglementation, elle passe à 10 microgrammes par mètre cube en 2023. Oui. Alors, si cette valeur est maintenue, parce qu'il faut savoir que l'ANSES a révisé sa valeur guide sanitaire, donc on pourrait penser que la valeur réglementaire va également changer suite à ce nouvel avis de l'Agence de sécurité sanitaire. Mais si elle ne change pas, dans combien de pourcents de classes, est-ce qu'on sait dans combien de pourcentage de salles de classe cette valeur serait dépassée? Alors, je regarde donc la distribution. Quand tu cherches dans les logements, cette valeur était dépassée dans 86% des logements. Ouais, donc là, aldéhyde. Aldéhyde. C'est 10, elle serait dépassée dans 75% des bâtiments scolaires. D'accord, donc un petit peu moins que les logements. Ouais. Merci Claire. Il y a beaucoup d'autres questions, mais je vais passer la parole à Guillaume pour qu'on puisse un peu retraiter tous les sujets. Guillaume, la grande question qui se pose, c'est est-ce que les bonnes pratiques qui ont été mises en place à l'étude AREX, elles se sont pérennisées dans le temps? Est-ce que les enseignants sont toujours aussi motivés pour ouvrir les fenêtres? Là, tu disais que dans toutes les classes, il y avait des capteurs qui avaient été installés. Donc, est-ce que les enseignants suivent encore ces bonnes pratiques d'aération? Et est-ce que les mesures faites aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, montrent qu'il y a effectivement une bonne qualité d'air intérieur? Alors, on a plutôt un bon retour des enseignants qui sont très contents d'avoir ce type d'équipement et qui semblent le suivre. On va faire des mesures des enregistrements qui vont nous permettre de recalculer les indices icônes. On les avait mesurés en 2018 lors de la dernière campagne. On va faire une grande mesure cette année sur toutes les salles de classe pour voir comment cet indice icône a évolué dans le temps. Les capteurs d'indicateurs de CO2 ont été mis en place les derniers l'année dernière. Donc, parce qu'on a échelonné, bon, c'est quand même un petit coup pour l'indicateur lumineux, ça vaut environ 300 € TTC. Donc nous, on en a installé un certain nombre. Donc on a fait plusieurs exercices budgétaires. Au départ, on en distribuait dans la moitié des salles de classe des établissements et on leur demandait de le faire tourner. Ça permettait de se familiariser un peu avec l'ambiance de leur salle de classe, de voir à quel moment il était rouge, quand ils ouvraient les fenêtres, en combien de temps il passait au vert. Et puis après, on a complété le parc et maintenant, on en a mis un fixe dans chaque salle de classe. Mais il y a 2 ans, ils étaient encore mobiles au sein de l'établissement. Et donc, pour répondre à votre question, on fera des mesures cette année là pour voir l'évolution de l'indice icône. Et comment, alors, du coup, ouvrir les fenêtres ou aérer plus, ventiler plus, ça peut conduire à des déperditions d'énergie. Comment est-ce que la ville concilie, quel optimum trouve la ville entre l'énergie, l'économie d'énergie et la bonne qualité de l'air intérieur? Alors, c'est vrai que sur les capteurs de CO2 qu'on met en place dans les salles de classe,
on a mis un pas de temps des mesures toutes les 2 minutes pour qu'il soit assez réactif. Et ça permet en fait qu'il laisse pas les fenêtres ouvertes trop longtemps. C'est-à-dire qu'on voit que le capteur passe en rouge, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'aérer, mais en ouvrant les fenêtres, on se rend compte à quel moment il repasse en vert, et ça permet de procéder à la fermeture des ouvrants. Et donc c'est vrai que bon, après effectivement, hein, le temps qu'on laisse les fenêtres ouvertes, il y a l'air froid qui rentre, qu'il va falloir réchauffer après, mais bon, au moins ça permet de limiter au juste temps ces indicateurs lumineux, l'ouverture des ouvrants. Après, c'est vrai que ça fait des consommations énergétiques en plus, mais après, il faut concilier les deux, quoi. Hein. Et ces indicateurs lumineux, c'est vrai qu'ils ont l'avantage on sait aussi quand l'air il repasse en vert. Quand il n'y a plus de CO2, ça veut dire, et le CO2 c'est un bon marqueur des autres polluants, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de CO2, on peut considérer qu'il n'y a plus d'autres polluants. Et c'est pour ça que, en fait, on a mis des indicateurs lumineux dans les salles de classe, mais on leur a donné également un planning à respecter à minima, avec une période d'aération avant le début des cours. Parce que l'indicateur lumineux, il va pas détecter de CO2 à l'entrée des élèves le matin à 8h30, et néanmoins, la salle de classe est chargée de polluants qui sont été émis par les fournitures scolaires, le mobilier, les peintures. Et du coup, il est quand même primordial de prévoir un temps d'aération avant l'entrée des élèves. Et c'est vrai que les capteurs de CO2, ils permettent pas cette aération. Donc, on a quand même maintenu. On avait étudié dans l'étude ARX les 2 stratégies d'aération et on a mis en place les 2. C'est-à-dire qu'on a quand même distribué un planning pour bien qu'ils pensent, et en faisant marquer, qu'ils pensent aérer à l'ouverture à la salle de classe, et également pour les agents d'entretien, c'est bien marqué pendant qu'ils font les produits d'entretien, parce que ça peut se faire à la fin de l'école. Il peut ne pas y avoir de taux de CO2 important, mais néanmoins, il y a une nécessité d'aération. Donc, on a quand même maintenu le planning d'aération. D'accord, c'est intéressant d'avoir toutes ces approches complémentaires. Une dernière petite question, Guillaume, une réponse brève. Tu évoquais la rénovation. Aujourd'hui, on doit rénover les bâtiments, enfin rénover énergétiquement pour économiser l'énergie. Tu évoquais les critères d'air intérieur quand la ville rénove les bâtiments. Quels sont ces critères pris en compte dans le contexte des rénovations? Très rapidement. Alors très rapidement, c'est sur les matériaux, qu'ils soient tous étiquetés A+. On n'a pas trop d'autres éléments pour pouvoir se... Et puis après, c'est des débits de ventilation qui sont importants. On les augmente par rapport à ceux de la réglementation. Je crois que c'est de mémoire, c'est 15 mètres cubes par élève et par heure. Et je crois que nous, on est plutôt 35 qu'on demande. D'accord. Donc bien sûr avec des VMC double flux si possible pour pas faire entrer trop d'air frais dans les salles de classe. D'accord, merci Guillaume. On arrive au terme de notre webinaire. Alors, il y avait des questions pour Soline et Xavier, mais Soline a répondu dans le chat, il me semble, sur la disponibilité des critères. Donc, je vous invite à regarder dans les questions. Et sachez que toutes les questions, on apportera des réponses. Elles vous seront envoyées par mail. Donc, pas d'inquiétude si on n'a pas pu répondre à tout pendant l'échange. Je vais passer la parole à Célia pour conclure le webinaire et vous dire quelques derniers mots sur le réseau ISE. Merci Célia encore pour cette invitation à organiser ce webinaire en partenariat avec Medico et CSTB. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, remerciement tout particulier au CSTB qui nous a sollicité, à Medico également qui est co-organisateur, et puis évidemment à tous les intervenants qui ont répondu favorablement à notre demande. En effet, on va vous envoyer un mail avec des questions auxquelles les intervenants n'ont pas répondu, mais je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour, mais il y avait beaucoup de questions, vous étiez très nombreux d'ailleurs. On vous enverra dans ce mail-là le lien vers le replay si vous souhaitez le consulter ou le partager, et également quelques ressources qui ont été évoquées, notamment les études. Avant de partir, n'oubliez pas de remplir le formulaire de satisfaction qui s'affiche à votre écran, c'est important. Et sachez que si cet événement vous a plu, on organise à Paris, cette fois-ci en présentiel, le 15 décembre, le colloque annuel du réseau sur le sujet Une seule santé, et pour savoir comment est-ce que concrètement sur les territoires il se décline, donc pour connaître les leviers d'action des territoires. Il sera accessible à tous.
sur inscription et gratuitement. Le programme donc sera prochainement mis en ligne et les inscriptions vont être ouvertes aussi d'ici quelques temps. Pour les acteurs donc franciliens ou qui ont une activité en Île-de-France et qui ne connaissent pas le réseau, si ça vous intéresse, je fais un bref aperçu des opportunités qui peuvent vous offrir. Pour les autres, je vous laisse suivre votre après-midi. Vous pouvez quitter notre événement. Alors, je vais partager mon écran pour que ce soit plus sympa. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Alors, pourquoi adhérer au réseau si vous n'êtes pas adhérent? D'une part, pour partager votre expérience, faire connaître vos travaux, vos outils, vos événements. On a plein de moyens de le faire. On a une plateforme qui est réservée aux membres du réseau en ligne, qui facilite les échanges et l'accès à l'information. On a un certain nombre d'événements. Vous avez assisté à un événement aujourd'hui, que ce soit des colloques ou des ateliers, donc davantage collaboratifs. On a également une newsletter, donc un certain nombre d'outils d'information. Vous pouvez donc avoir l'accès à de l'information et des ressources qui sont partagées du coup par des professionnels du secteur, donc soit des professionnels dont la santé environnementale est le cœur de métier, soit des professionnels qui ont mis en place des bonnes pratiques en la matière. Voilà, à nouveau on retrouve les événements, la plateforme, la lettre d'info qu'on envoie. Également, on produit des sélections de ressources, dont une qu'on a produite avec Promo Santé Île-de-France, la qualité de l'air intérieur, qui a été mise à jour en octobre 2021 et que j'ai partagée sur le chat. Mais également, intégrer le réseau vous permet d'entrer plus facilement en contact avec les autres acteurs franciliens, de les rencontrer dans des événements, de dialoguer avec eux sur la plateforme. Vous avez également une messagerie privée sur cette plateforme et puis beaucoup plus traditionnellement, d'être mis en relation par l'équipe d'animation. Également, une des opportunités qu'offre le réseau, c'est de mobiliser l'équipe d'animation pour organiser des événements, comme l'a fait aujourd'hui le CSTB et Medico. Vous voyez apparaître à l'écran sur la gauche toutes les structures du réseau qui ont fait appel à nos services. Voilà, c'est vraiment l'enjeu aussi du réseau, n'hésitez pas. Vous pouvez également, donc plus largement que les événements, mobiliser tout l'écosystème pour faire avancer vos projets. C'est le cas de 2 projets qui sont en cours. Un projet porté par l'Observatoire régional de santé et le réseau environnement santé sur un état des lieux des bonnes pratiques qu'il existe des bonnes pratiques qu'il existe pour diminuer l'exposition des populations aux perturbateurs endocriniens. Donc bonnes pratiques et actions franciliennes. Et puis également, en ce moment, on travaille sur la promotion d'un guide de consultation pour aborder la qualité de l'air intérieur en consultation, donc qui est à destination des professionnels de santé, qui a été créé donc par également les structures qui apparaissent à droite de votre écran au sein du réseau et qui aujourd'hui est en phase de diffusion. Créer une vidéo par exemple, voilà. Vous pouvez également participer à la promotion de cet outil. Donc ça, je vous l'ai dit, on organise également donc un événement à Paris le 15 décembre. L'adhésion, elle est gratuite, vous avez tout intérêt à le faire. Pour ce faire, vous pouvez m'envoyer la charte par courrier qui vous sera également envoyée dans le mail à la suite de l'événement. N'hésitez pas à me solliciter pour avoir des informations sur le sujet. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, je vous remercie, tout le monde à nouveau et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.